listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Vous êtes toujours aussi nombreux sur la grande scène. C'est le 5e débat de la journée, toujours avec moi. En ce qui me concerne, c'est le 8e. Il m'en reste 2. Les entrepôts. Alors, je ne me suis pas présenté, me représenter Frédéric Danhé, donc journaliste, notamment pour le magazine Marianne, rubrique environnement, et un habitué de la SITL depuis des années, où j'animais beaucoup de débats verts et de plus en plus, on va dire, digital, IA, robotique. Et en voici un avec un nom étrange, mesdames, messieurs, les entrepôts rêvent-ils d'humanoïdes électriques? Il y a une personne sur ce plateau qui sait à quoi ce titre fait référence. Ben, je vais vous le dire tout de suite. En fait, ça fait référence à un roman de Philippe Cadic, Les humanoïdes rêvent-ils de moutons électriques, titre énigmatique, pour un roman qui se situe sur une planète ravagée évidemment par une guerre nucléaire. Il y a les hommes qui se battent avec des robots humanoïdes, lesquels, on se pose la question, rêvent d'animaux qui n'existent plus. Et rêver d'animaux, bah, c'est rêver pour quelque chose qu'on rêve de posséder, parce que les animaux sont tellement rares sur cette planète qu'ils ont une valeur absolue. Donc certains robots rêvent de moutons électriques. On n'en est pas là. Les entrepôts rêvent-ils d'humanoïdes électriques, avec Élodie Varlot, chef de projet experte automatisation chez GXO France. Riyad Dib, vous êtes vice-président Logistic Engineering chez Daher. Laurent Grelois, vous êtes directeur commercial chez Dematic ou Dimatic? Dematic. Adrien Thiebaud, associé expert supply chain et opérations chez Wavestone. Élodie Varlot, on va commencer par vous. Vous l'avez lu le roman, je sais. Ça vous a effrayé quant à votre métier? Vous vous dites, j'aurais pu l'écrire ce bouquin, ou je vais tout arrêter, je vais faire autre chose? Ah, le micro n'est pas branché. Ou alors vous avez appuyé sur le bouton. Ah bah voilà, voilà. Ça fait du robot et ça ne sait pas utiliser un micro. Non, on aurait pu l'écrire, ce bouquin. Il nous fait un peu peur au final parce que l'humanoïde devient un homme, ou presque un homme. Donc comment faire le lien entre l'humain, l'humanoïde et les dissocier? C'est quoi un robot humanoïde? C'est un bipède, du coup, qui nous ressemble finalement et qui va pouvoir avoir toutes nos fonctionnalités pour pouvoir faire les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qui sont dures à faire. D'accord, là vous répondez à la question que j'allais vous poser. Si on lui donne l'apparence humaine, c'est pourquoi? C'est pour remplacer l'homme? C'est pas pour remplacer l'homme, c'est pour qu'il puisse interagir très facilement avec nous, qu'il puisse être dans notre environnement sans qu'on ait à le changer, qu'il puisse s'y intégrer facilement, et que finalement on n'ait pas peur de lui parce qu'il nous ressemble. Vous en faites, vous, des robots humanoïdes? Vous en utilisez? On en utilise quelques-uns, on en teste avec des fournisseurs pour justement les développer à leur plein potentiel pour pouvoir, d'ici quelques années, en profiter pleinement. Alors pour le coup, ils font peur aux salariés, ou les salariés les embrassent et les considèrent comme leurs amis? Non, blague dans le coin, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Il y a au début une petite appréhension, mais qu'est-ce que ce robot? Certains vont avoir un écran avec un sourire. D'autres vont vraiment être une machine, mais finalement, ils vont venir nous aider sur des choses sur lesquelles on a du mal, sur le port des charges ou des choses comme celle-ci. Donc, on va vraiment être content de les adopter. Riyadi, vous étiez chez PSA avant, pendant des années, sur des usines qui sont très, très, très robotisées. Il y a une différence entre le milieu que vous avez connu, l'automobile et la logistique, quant au type de robot, au nombre de robots utilisés, aux tâches pour lesquelles ils sont autorisés? Non, pas forcément. J'étais en logistique aussi chez PSA, et donc je m'occupais de la logistique des usines. La seule différence, ça va être la cadence et la fréquence à laquelle on va avoir des tâches à accomplir, mais sinon, les tâches logistiques restent les mêmes. D'accord. Est-ce qu'il y a une spécificité, je pose la question à tout le monde, est-ce qu'il y a une spécificité de la logistique par rapport à notre sujet? Est-ce que la logistique par rapport à d'autres secteurs industriels est plus susceptible qu'un autre d'accueillir du robot humanoïde? Autrement dit, ils sont utiles à quoi, Monsieur Dib? Je ne dirais pas qu'elle est plus susceptible que d'autres secteurs. On intègre de la robotique dans le manufacturing également. Donc,
Pour autant, c'est un secteur qui est idéal pour venir le faire par sa complexité, par la difficulté des tâches, où on va pouvoir aussi simplifier, faciliter, aider nos opérateurs à mieux travailler à l'avenir. Monsieur Thibault. Je pense effectivement que la logistique, en fait, on est dans un secteur où il y a énormément d'activités qui sont encore très manuelles, qui sont très diverses. C'est un secteur qui est très bien le micro compliqué. sur le menton. C'est un secteur qui est très compliqué, où il y a encore beaucoup de tâches qui sont très manuelles. Et à ce niveau-là, en fait, on a deux stratégies. Soit on décide d'automatiser avec des robots, entre guillemets, classiques, mais qui amènent une certaine rigidité. Et donc ça, c'est des coûts d'infrastructure extrêmement élevés. Soit on trouve une solution qui est un peu plus flexible et qui se cale sur un mode opératoire humain, donc humanoïde, et qui va du coup permettre de livrer de la valeur beaucoup plus rapidement. Moi, je pense que c'est vraiment ça, en fait, l'avantage du robot humanoïde sur le cobo, parce que les cobos, on en voit tous. C'est quoi un cobo? Alors, en fait, on a le robot classique, ça fait longtemps qu'il est là, il améliore la productivité, il réduit la pénibilité des tâches, voilà. On a maintenant, donc le robot, généralement, il travaille dans un environnement fermé, sécurisé. Et là où on voit arriver le cobo, c'est un robot qui va travailler dans un environnement ouvert et qui va pouvoir interagir avec les humains. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ressemble à un être humain. Et donc du coup, si on prend par exemple l'AMR, l'AGV, on peut les qualifier de cobots, ils interagissent avec des êtres humains, mais ils n'ont pas deux pieds, deux bras, et ce n'est pas pour autant qu'ils n'apportent pas de la valeur. Là où je pense que le robot humanoïde peut passer à une étape de plus, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures logistiques, elles ont été conçues pour des êtres humains, et du coup, si on veut déployer des cobots dans un environnement conçu pour un être humain, eh ben, le plus il est proche d'une morphologie d'être humain, le plus simple. Si je prends les exemples d'escalier, par exemple, difficile pour un AGV de monter des marches d'un escalier. Un robot humanoïde, c'est un peu plus simple. Donc c'est l'entrepôt en lui-même qui implique qu'un robot devienne humanoïde, avant tout. Je pense qu'il y a des contraintes physiques et d'infrastructures qui font que dans certains environnements, effectivement, un robot humanoïde aura beaucoup de valeur. Monsieur Grelois, vous confirmez, vous équipez vous-même, enfin, Dematic équipe des entrepôts. C'est l'entrepôt qui décide finalement du type de robot. Et donc on en arrive presque naturellement au robot humanoïde. Ou il y a une autre raison qui explique l'arrivée des humanoïdes dans les entrepôts. Élodie a abordé le sujet de la conduite du changement et de la capacité à travailler avec des robots. En effet, de se reconnaître ou de pouvoir se projeter sur quelque chose qui nous ressemble peut-être simplifie la conduite du changement. C'est pas l'entrepôt en lui-même qui va indiquer l'humanoïde ou la typologie de robot ou de cobot, c'est plutôt l'expression du besoin, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Quand on parle d'humanoïde, on parle évidemment d'un robot qui ressemble à un homme, mais on pourrait déjà au moins le diviser en deux fonctions, la fonction de déplacement, donc la bipédie, et la fonction de dextérité. Et quand on cherche aujourd'hui à développer la robotisation, on cherche d'abord la dextérité pour s'approcher au maximum de la typologie des produits, de la grande diversité des produits, et c'est ce qui aujourd'hui tire le plus gros de la recherche et développement et de l'optimisation des entrepôts. La bipédie, c'est plutôt pour le moment une complexité. On a des entrepôts où on a des dalles qui sont de très bonne qualité, où on est capable de se déplacer, hormis évidemment les changements de niveau, les escaliers. Encore est-il qu'on peut mettre des monts de charge, ce genre de choses. Donc on aura plus de stabilité avec un robot qui aura 4 roues qu'un robot qui a 2 jambes. Et donc cette complexité de déplacement sur 2 jambes, c'est pas forcément la priorité numéro 1. On ne cherche pas à se balader en forêt, on ne cherche pas à éviter des obstacles, on cherche juste à se déplacer dans un entrepôt où, de par l'historique des chariots élévateurs, de ce genre de choses, on a déjà des dalles qui sont de bonne qualité, donc on peut s'appuyer sur cette qualité-là. Aujourd'hui, on cherche à développer la robotique pour être le plus près possible des produits, élargir au maximum le champ des possibles en termes de capacité de prise et de dépose. Et donc on est plutôt près, si on fait le rapprochement à l'homme, de la main, que de l'humanoïde dans sa totalité. Monsieur Dib. Je partage tout à fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de chercher la complexité et l'humanoïde parfait pour la ressemblance à l'humain, c'est pas ce qu'on cherche. Et c'est le besoin qui va tirer l'évolution et l'intégration de ces robots. Alors où sont les besoins dans un entrepôt ? Les besoins, c'est de répondre à une pénibilité, la retirer,
la manipulation de charges lourdes. Les robots le font déjà, ça. Bah, justement, mais aujourd'hui le font dans une station fixe qui demande un investissement global pour améliorer l'entrepôt. Avec des humanoïdes, on pourra combiner ces fonctions-là à côté d'humains sans avoir à changer l'entrepôt dans sa totalité, ni à le repenser, ni à le retravailler. Donc on va venir plus facilement intégrer une cohabitation et le retrait des tâches pénibles qui aujourd'hui peuvent être facteurs de risque, facteurs de blessure pour nos opérateurs et venir les compléter. Donc on aura un opérateur augmenté d'un robot qui va lui faire les tâches qu'on veut pas faire à l'avenir. D'accord, je fais juste une insiste sur la marche. Vous me disiez, Madame Varlot, au téléphone, que vous avez assisté, vous, à l'acquisition de la marche par des robots. Oui, au début, les robots, ils sont pas très stables et ils tombaient régulièrement en entrepôt. C'est un peu pour ça qu'on les a testés. Et finalement, après une semaine ou deux, on a assisté au fait qu'ils marchent de mieux en mieux, de plus en plus vite, et surtout, ils ne tombent plus. Parce qu'ils ont Comment ils font? C'est de la reprogrammation, c'est de la mise à niveau, ou ils ont appris ça eux-mêmes? Ils ont appris ça tout seuls, c'est C'est effrayant. l'intelligence artificielle. Les anthropologues disent qu'on a mis 1 ou 2 millions d'années à apprendre à marcher, et les robots vont apprendre en quoi? 10 ans? 15 ans? Non, que ça. ils ont appris ça en une semaine. Monsieur Dib. Probablement beaucoup plus vite. On voit les progrès aujourd'hui sur ces notions d'équilibre, où on vient pousser un robot et qui retient son équilibre au lieu pour ne pas tomber justement. Donc je pense que ça va aller très vite. Maintenant, de passer d'un environnement de test à un environnement industriel, peut-être qu'il faut encore 5 ou 10 ans avant de les voir globalement intégrer nos entrepôts. Monsieur Thiebaud. Ouais, moi, je pense qu'ils marchent déjà, en fait, là, les robots. Alors, effectivement, il y a peut-être la notion de passage à l'échelle, qui est, je suis complètement d'accord, hein, c'est une autre histoire, mais quand on voit les robots de Boston Dynamics, ça fait 10 ans qu'on en parle des robots de Boston Dynamics, et la courbe d'apprentissage, elle est absolument sidérante. Et effectivement, on se retrouve dans des situations où, en fait, le robot, il n'est pas juste en train d'avoir une marche naturelle et équilibrée. En fait, il arrive aussi à réagir à des phénomènes extérieurs. Et par exemple, si on le pousse, il va contrebalancer son corps pour pas tomber. Et, donc, du coup, il arrive à s'adapter à des environnements changeants extérieurs. Donc, moi, je pense que ça va aller très très vite de ce côté-là. Monsieur Dib. Oui, on vient de le dire, mais moi je partage l'avis de Laurent. Aujourd'hui, je pense que dans nos entrepôts, la notion de marche n'est pas forcément ce qu'on va chercher aujourd'hui. Le besoin, c'est de la stabilité et plutôt la partie adaptabilité, dextérité, ouais, apprentissage. Ouais. Et donc ça va tirer le besoin. Et on voit déjà des fabricants qui commencent à collaborer entre eux pour combiner une technologie AMR avec une technologie humanoïde, mais uniquement pour le dessus du corps, et qui va venir peut-être demain faire des scans, se déplacer sur une dalle qui est bien faite, etc. Plus rapidement. Madame Varlot. On en teste déjà, en effet, dans les humanoïdes qu'on teste actuellement, on a moitié-moitié. Donc on en a moitié où j'ai finalement un petit AMR qui prend un mât, et finalement j'ai juste le haut du corps de mon robot qui vient piquer dans mes petites étagères pour pouvoir mettre dans un bac. Là où finalement on va mettre des jambes à nos robots, c'est quand je vais avoir besoin de prendre un paquet ou un bac sur une palette, parce que finalement quand je suis AMR, je vais être bloqué au bord de la palette et aller chercher loin, je vais avoir besoin d'aller chercher loin comme un humain et d'avoir besoin de ce corps. On en revient à ce que vous introduisiez, monsieur Thibault, la dextérité, la sensibilité du robot. On a déjà des robots qui sont sur cet axe, qui ont des mains préhensiles, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que dans un entrepôt, on peut manipuler un gros colis, un petit colis, un truc mou, un truc dur, un truc précieux, un truc pas précieux. Et ça, il n'y a que l'homme pour l'instant qui est capable de le faire. Dans la finesse et la capacité d'adaptation, il n'y a que l'homme qui est capable de le faire. De plus en plus, le robot va être développé pour pouvoir se rapprocher de la capacité de l'homme, la dépasser en termes de prise de poids ou ce genre de choses. Mais la dextérité fine et la capacité à passer du petit au gros très vite, je le fais volontairement de la main. Mais aujourd'hui, un robot va devoir changer de préhenseur pour aller chercher un petit produit, un gros produit, pour gripper plutôt que pincer, etc. On a une machine qui est juste incroyable au bout des bras. On n'en est pas encore là. Mais évidemment que c'est le but ultime.
Le deuxième, le pendant de ça, et c'est aussi ce pourquoi je faisais la référence à la bipédie et à la complexité, c'est la capacité dans le temps à garder des solutions qui sont les plus simples possibles et les plus faciles à maintenir et les plus performantes. Et ça, c'est aujourd'hui évidemment une des clés de la logistique. On doit faire beaucoup de cycles en peu de temps, avoir un maximum de disponibilité des systèmes. Plus on retirera de la complexité de ces systèmes et plus on sera capable de les maintenir dans le temps. Qu'est-ce qui va rester aux hommes et aux femmes qui bossent dans les entrepôts? Il restera des préparateurs de commandes? Bien sûr. Bien sûr, je sais pas. Non, pour moi, de toute façon, à l'heure actuelle, on n'y est pas, mais je pense qu'il restera, de par la complexité, comme l'expliquait Laurent à l'instant, ça viendrait avoir peut-être dans 10 ans, la dextérité, justement, on arrivera à reproduire cette notion de sensibilité entre l'analyse de ce qu'on voit et comment on interprète la façon dont on va porter la pièce, dont on va la toucher, dont on va l'emballer. Ça va toujours, ça va forcément évoluer, mais pour moi, on va avoir des opérateurs qui vont toujours être là, dans un rôle de supervision de robots. On va devoir les accompagner dans une montée en compétences, un changement comme on l'a avec l'IA, vous en parliez juste avant, comme on l'a eu avec les AMR. Quand les AMR sont arrivés il y a une dizaine d'années, on prédisait leur présence partout et d'avoir des dark warehouses où on éviterait justement toute présence humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour autant, ça peut encore arriver. Mais je pense que l'humain restera au cœur de nos entrepôts pour apporter justement cette intelligence et cette différence. Vous êtes sûr de ça? C'est pas l'intelligence artificielle qui elle-même dirigera les robots au sein d'une entreprise, au sein d'un entrepôt, pardon? Sûr, on ne peut pas être sûr. Aujourd'hui, je ne mettrai pas ma main à couper si c'est ce que vous me demandez. Mais en tout cas, sur les 10 prochaines années, je pense que c'est plutôt un accompagnement, une évolution, un retrait de la pénibilité, parce que, là, encore une fois, on parlait tout à l'heure, juste avant de commencer, l'automatisation existe depuis 50 ans. Pour autant, ce n'est pas tous les entrepôts qui sont automatisés aujourd'hui. On n'a pas conçu l'ensemble des entrepôts pour être automatisés. Donc on doit toujours s'adapter aux besoins, on doit toujours s'adapter au volume, aux complexités. Et cette complexité-là, aujourd'hui, on l'accompagne avec nos opérateurs et le savoir-faire de nos gens. À ce stade, y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? N'ayez pas peur. Alors ce sont bien des êtres humains qui sont sur ma table ronde, enfin je pense. Après, d'après ce que vous venez de dire, si vous avez même la dextérité humaine, la bipédie sont de l'ordre de la robotique aujourd'hui, donc allez savoir. Mesdames, messieurs, y a-t-il des questions? Oui, non? Il n'y en a pas. Un autre usage, c'est vous qui... Pardon? Ah oui. Ah ben il y a quand même 2 questions. Alors, il y a une question pour mon ami Thomas, Rumeur Publique, qui organise ces conférences. Voilà, comme ça tu voulais être discret, bah c'est loupé. Je suis carrément démasqué, désolé. Non, je voulais vous poser une question par rapport à Amazon, parce qu'après tout, on est sur le salon de la logistique. Et voilà, comment vous percevez l'avance, la position d'Amazon sur ces robots humanoïdes dont ils ont équipé, notamment à Seattle, leur entrepôt? Monsieur Grulois. Merci. Merci pour votre question. J'allais faire référence à Amazon sans les citer, mais comme vous les avez cités, je peux me permettre de le faire. On a aujourd'hui des entrepôts qui sont extrêmement automatisés. On n'a pas attendu l'humanoïde pour être capable d'automatiser un entrepôt, du déchargement du conteneur jusqu'au chargement du camion, stockage, préparation, etc. Donc, qu'est-ce qui dit que dans 10 ans, on n'aura pas des entrepôts 100% avec des humanoïdes? Bien sûr que c'est possible. Piloté par l'IA, piloté par plein de choses. On a déjà des entrepôts 100% robots. Voilà. Exactement. Okay. C'est déjà automatisé, robotisé, donc ça fonctionne déjà. Mais on a au moins 95% des entrepôts dans lesquels il n'y a même pas 100 mètres de convoyeur. Donc il y aura de toute façon toujours des préparateurs de commandes, parce qu'il y aura toujours aussi des équilibres financiers à trouver pour être capable de faire ça. Aujourd'hui, pourquoi Amazon est capable de le faire? Parce qu'Amazon a la puissance de développement matériel, software, et j'insiste sur le software, pour être capable de tester ses propres systèmes. Depuis très longtemps, ils avaient racheté Kiva, pour ceux qui ont un peu l'historique. Ils ont équipé énormément d'entrepôts avec ces robots tortues et ces étagères. Énormément d'entrepôts à travers le monde sont sur ce type de machines, pilotés par le software d'Amazon. Et donc, nous-mêmes, nous sommes fournisseurs d'Amazon, mais Amazon veut rester maître de son software. Et donc, la clé, finalement,
ça devient le software, la capacité à piloter ces machines, la capacité à leur donner cette souplesse. Et cette capacité, tout à l'heure on parlait de souplesse, de dextérité, c'est aussi parce qu'on va être capable d'analyser en temps réel l'information, la transformer en ordre pour la machine et ensuite enchaîner un certain nombre de tâches de la façon la plus efficace possible. C'est-à-dire, c'est très intéressant ça, Monsieur Thibault, qu'il faut être, si ce n'est propriétaire, du moins avoir la main sur l'ensemble logiciel. Alors, je pense effectivement, définitivement, c'est un élément hyper important. Mais juste avant, je voudrais revenir sur l'exemple d'Amazon. Je pense qu'il est très bon l'exemple d'Amazon parce que on leur connaît une capacité à déployer de l'automatisation de manière extrêmement étendue et efficace, mais ils le font pas partout. Et ils ont encore des centaines et des milliers, Absolument. des dizaines de milliers d'opérateurs. Et même si je prends l'exemple d'Amérique du Nord, où en l'occurrence, moi j'ai eu l'occasion d'y travailler, ils ont énormément encore d'entrepôts qui sont mais full manuels. Et j'ai envie de rajouter, Amazon. Pardon, j'ai pas entendu. Je voulais rajouter Amazon pour la petite anecdote. Là où ils ont leurs robots en Europe, enfin les robots Kiva et les AMR, c'est là où ils ont le plus de personnel parce que justement ils ont changé la façon de travailler. Absolument, et les préparateurs de commandes, il y en a beaucoup plus sur ces entrepôts-là. Donc en fait, il y a vraiment la logique économique dont vous parliez qui est hyper importante. Et c'est pas tant qu'on a ou pas la capacité de déployer de l'automatisation partout, mais est-ce que ça fait du sens aussi économiquement? C'est super important. Il y avait une question au premier rang, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, Pierre Parot, journaliste. Est-ce qu'on a eu une courbe d'évolution du nombre d'emplois au mètre carré ces dernières décennies et dans le futur? Est-ce qu'il y a une baisse permanente du nombre d'emplois humains dans les entrepôts? Je peux prendre la question. Je ne vais peut-être pas tout à fait répondre à votre question sur la courbe d'employés au mètre carré. Juste par retour d'expérience, moi je suis chez Dematic depuis 9 ans, on a fait un grand nombre de projets. Et aujourd'hui, à aucun projet, on a réduit le nombre d'ETP sur les sites. On accompagne, et c'est vraiment le modèle aussi Amazon, on transforme les métiers, on retire la pénibilité, et en fait, on vient mettre les gens sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et il y a très peu de sites aujourd'hui où on a une réduction de personnel lié à l'automatisation. On a plutôt un complément de fonctionnalité et du coup une capacité supplémentaire, soit à stocker, soit à produire, soit les deux. Mais on a très peu de sites aujourd'hui où la robotisation a pris la place des hommes. C'est plutôt, on est venu rajouter de la qualité, et on est venu rajouter de la qualité et sur la tâche pénible et sur la tâche de l'opérateur. C'est intéressant ça. Ça a transformé les métiers existants, vraiment. D'accord. Et ça les a rendus plus qualitatifs, plus attirants, peut-être? Tout à fait. Des métiers qui s'appellent, par exemple, un pilote de flux, un pilote de ligne, des métiers qui n'existaient pas avant. On avait des chefs d'équipe, des managers d'entrepôt. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est capable de piloter une ligne automatisée, qui est capable de l'ajuster, de prendre des décisions en termes de priorisation, même si l'informatique va l'aider, il y a quand même des décisions qui sont à prendre au quotidien en termes d'aléas opérationnels, de s'adapter à un camion qui arrive plus tôt, qui arrive plus tard, à une équipe qui n'est pas complète le matin et où il faut finalement prendre des décisions de priorité. Donc l'homme est toujours au cœur de ça. Et il y a énormément de tâches à valeur ajoutée dans les entrepôts. Ça n'est pas uniquement porter des colis, uniquement mettre des pièces dans des cartons. Et ce qui veut dire que la logistique va recruter demain des gens de plus en plus qualifiés, alors que la logistique a toujours recruté des gens peu qualifiés. C'était une source d'emploi pour les gens qui n'avaient pas de diplôme ou peu de diplôme. Là, c'est un peu l'inverse. Non ? C'est complémentaire. Vraiment. Il y a toujours besoin d'opérateurs de manutention, mais de toute façon, je pense qu'une bonne partie d'entre nous ici se rend bien compte que ces métiers à faible valeur ajoutée n'intéressent personne. Se lever, travailler de nuit dans un environnement surgelé, à préparer, à mettre des colis sur des palettes, ça donne envie à personne. Donc quand on est capable de mettre des robots pour faire ça, c'est très bien. Et en même temps, on va former un technicien de maintenance pour pouvoir faire la maintenance sur ce robot, un pilote qui va être capable d'analyser les flux et pouvoir prioriser les missions. Et là, on est vraiment sur de la qualité. Madame Varlot au téléphone m'aviez alerté sur les chiens robots. J'avoue que j'y avais pas pensé. Les chiens robots qui surveillent les vigiles, qui surveillent les entrepôts. Et là, on touche au sublime quand même. Donc le robot est aussi humanoïde ou pas. J'ai bien compris que la distinction finalement est un peu factice. On a des robots utilisés pour la sécurité.
on a des robots utilisés pour la sécurité. Finalement, on va se servir de l'IA, ils vont pouvoir aller se promener un peu partout de façon complètement aléatoire. Donc, c'est pas comme un gardien qui va toujours faire sa ronde à la même minute, au même temps, etc. Donc, il va pouvoir aller finalement dans son environnement, voir ce qui se passe. Il va, lui, avoir une caméra et il va pouvoir détecter des choses qui lui semblent pas logiques. Dire j'ai un problème. Et à ce moment-là, l'humain va prendre toute sa place, va dire je vais aller faire lever le doute, va pouvoir aller emmener le chien avec la manette, se dire qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose ou il n'y a rien, mais en tout cas, on va pouvoir continuer à intervenir à distance. Et ça permet aussi de sécuriser nos sites parce qu'on sait que typiquement, on peut avoir des braquages quand on a des personnes sur site. Une personne qui a un pistolet sur la tempe, elle va laisser rentrer l'équipe de braquage pour aller voler l'entrepôt. Le chien, il ne se passera pas grand-chose. Et vous me disiez aussi qu'on a des chiens robots capables, après identification d'un intrus, de lui balancer un ADN, histoire qu'il soit traçable par la gendarmerie derrière. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant. On ne le fait pas dans nos entrepôts, mais en effet, ça peut être utilisé lors d'événements quand on va pouvoir pulvériser ça. Et si on retrouve la personne, la gendarmerie va être capable de l'identifier, en effet, grâce à cet ADN. Ce qui veut dire qu'on commence à avoir des robots qui ont leur libre arbitre, ou un petit libre arbitre. C'est-à-dire, j'identifie un intrus, je lui balance quelque chose sans décision humaine. Oui. Bon. Est-ce qu'il faut s'en réjouir, M. Grelois ? Je sentais venir la question. On va pas avoir assez de temps pour faire de la philosophie aujourd'hui, ou positionner la limite de la prise de décision de l'IA, parce que finalement on va aller plus loin que le robot ici. C'est une vraie question. Est-ce qu'on est prêt à lâcher les chiens? C'est une vraie question. Là où on va pouvoir aussi trouver une vraie valeur sur la prise de décision, c'est la capacité aussi à utiliser les temps morts ou les temps faibles de l'entrepôt, pendant les pauses, pendant la nuit. On a parlé d'inventaire, on a parlé de ce genre de choses, mais ça peut aussi être l'anticipation de l'activité. Et de se dire, plutôt que de faire venir une équipe de nuit, qui n'est pas forcément évidemment simple pour les gens de s'organiser dans leur vie du quotidien. On va rester sur des équipes de jour, mais la nuit, l'entrepôt continue à vivre. Et donc on continue à rentabiliser l'entrepôt, rentabiliser le stock, parce qu'on vient quelque part pré-mâcher l'activité du matin avec les robots qui peuvent tourner, eux, la nuit sans problème. Une petite dernière. Oui, non. Oui, ça en fait deux. Alors ça va faire des réponses très courtes. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur le libre arbitre du chien robot. En fait, si par exemple le robot balance quelque chose sur un intrus ou sans intervention humaine, c'est qui le responsable si c'est une erreur? Est-ce le fabricant, l'entreprise ou le robot? Ça, c'est vraiment une bonne question. Madame Varlot, c'est pour vous, ça. Hein. Elle est sympa celle-là. Non mais c'est un peu comme pour les voitures autonomes. Aujourd'hui, on n'a pas encore de vraie réponse à ce schéma. Donc typiquement là, l'ADN, c'est quelque chose qui va faire de mal à personne. C'est juste qu'on va pouvoir vous authentifier étant présent à ce moment-là. Passez le micro à la personne devant vous. Là, je vous demande juste de faire très court. On n'a plus beaucoup de temps. Bonjour. Je voulais savoir, combien ça pourrait coûter en moyenne un robot humanoïde, ou à quel moment un humanoïde devient moins cher qu'un intérimaire? Bonne question. Monsieur Thibault. Thibault, pardon. Moi, je peux donner un élément de réponse. Je ne sais pas si c'est la réponse. En moins d'une minute. En moins d'une minute. La promesse de Tesla avec son robot humanoïde Optimus, c'est d'avoir un robot humanoïde qu'on a chez soi pour le prix d'une grosse voiture. C'est 20 000 euros, je crois. 20 000 euros à peu près. 20 000 $. Voilà, ouais. c'est ça. Ça donne un ordre de grandeur. Et après, de dire que c'est ce qu'il faut pour que ça soit suffisamment efficace, pour que ça amène de la valeur dans l'entrepôt, là, je ne m'engagerai pas là-dessus. Madame Varlot. Moi, je dirais que comme il est bipède, déjà, il va utiliser beaucoup d'énergie. Donc finalement, pour pouvoir tenir le temps d'un cycle, ça ne va pas être si simple que ça. Donc on ne va pas avoir besoin d'un robot, mais au moins de deux. Et puis finalement, il est un peu plus lent que nous, parce que finalement, quand je vais chercher ce verre d'eau, c'est très simple pour moi. Pour lui, il faut quand même qu'il ait sa vision, qu'il déplace sa main, qu'il puisse le prendre. Donc c'est un peu plus lent. Oui, en même temps, il n'y a pas d'URSSAF à payer, de cotisation sociale, retraite.
On connaît le calcul. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Eh ben oui, si les robots deviennent nombreux, ben ils paieront la Sécu et l'URSSAF aussi. Ils monteront des syndicats, Ils etc. monteront des syndicats. Intéressant ça, des syndicats de robots. On en restera là, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Merci, madame, messieurs. Restez. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen.